nous sommes en l'an 1198. À l'intérieur de la cathédrale voûtée de Palerme, sous des arches éclairées à la bougie et dans un nuage d'encens épais, une reine gît, immobile, dans son cercueil doré. Sa peau est pâle, son souffle imperceptible déclaré morte par ses serviteurs, pleurée par tout un royaume. Mais alors que les pilleurs de tombes approchent au clair de lune, leurs lames luisant dans l'obscurité, ils ne trouvent pas le silence. Un cri déchire la nuit. Constance de Sicile, impératrice, mère du futur Frédéric II, et autrefois la femme la plus puissante de la chrétienté, n'était pas morte du tout. Enterrée vivante, elle se réveilla dans sa tombe, suffoquant sous le poids écrasant de la pierre et de la terre. Était-ce une erreur, une trahison politique ou une légende tissée de peur? Ce n'est pas seulement un récit de mort, mais de pouvoir, de paranoïa, et du prix à payer pour une femme couronnée trop tôt. Avant de nous plonger plus profondément dans ce récit glaçant de pouvoir, de mort et de résurrection murmurée, assurez-vous de vous abonner pour plus d'histoires sombres issues des ombres du passé. Aimez cette vidéo si des histoires comme celle-ci vous hantent, et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous adorons voir cette communauté mondiale d'esprits curieux. Maintenant, préparez-vous. La légende de Constance de Sicile ne fait que commencer. Le sol en marbre de la cathédrale de Palerme scintillait à la lueur des bougies, tandis que des moines solennels récitaient des prières sur le corps sans vie de Constance de Sicile, impératrice, reine et mère d'un empire pas encore né. Drapée de soie impériale et scellée dans un cercueil doré, elle fut descendue dans la crypte de pierre sous l'autel avec la gravité cérémonielle réservée aux saints ou aux monarques. Mais la terre, dit-on, ne garda pas son silence. Alors que la dernière dalle de pierre était posée et que les endeuillés s'éloignaient, un silence persista lourd de sens, chargé. Puis, quelque part dans l'obscurité épaisse de la nuit, une main émergea, non pas de la tombe elle-même, mais des ombres de la cathédrale, tremblantes de peur et de cupidité. Un voleur, guidé non par la révérence mais par la rumeur, se glissa vers la crypte, força le lourd couvercle avec des outils rouillés de sang et se prépara à dépouiller le cadavre de ses bijoux. Mais alors que ses doigts se refermaient sur la main de l'impératrice, il sentit de la chaleur, un frisson, un souffle, puis un cri impie. La femme morte n'était pas morte du tout. Elle se réveilla sous le poids de la pierre et de l'encens, s'étouffant dans le manque d'air, ses poumons cherchant désespérément à respirer, ses yeux écarquillés par la terreur d'un enterrement prématuré. Le voleur recula en titubant, pâle comme le clair de lune qui se déversait maintenant sur l'autel. Certains disent qu'il s'enfuit. D'autres affirment qu'il mourut sur le champ, le cœur transpercé par le jugement divin. Mais ce qui est certain, c'est que la tombe de Constance ne resta pas scellée. Les murmures se répandirent avant l'aube des murmures, selon lesquels un membre de la famille royale était revenu de la mort, que la cathédrale était maudite, que le souffle d'une reine avait été volé et rendu trop tôt. Des médecins furent convoqués, des prêtres consultés, mais tous offrirent des verdicts différents. Était-ce une erreur, un miracle ou un message? L'Église, soucieuse d'étouffer l'agitation, réaffirma sa mort. La cour, toujours méfiante, resta divisée. Et pourtant, le peuple se souvint. Pendant des siècles, ils parlèrent de la mariée qui avait été enterrée vivante, du cri qui résonnait sous les pierres, de l'impératrice qui se leva non pas dans la gloire, mais dans la panique. Sa tombe, bien que scellée à nouveau, ne contenait plus de certitude, seulement des questions. Comment la femme la plus puissante de la Méditerranée pouvait-elle être déclarée morte, inhumée dans la splendeur, et pourtant respirer à nouveau? Qu'est-ce qui avait mal tourné dans les rituels sacro-saints de la mort d'État? Quel pouvoir l'avait réduite au silence trop tôt et qui avait à gagner de la disparition précoce d'une reine? Le récit se transformerait avec le temps, brodé de sang et de trahison, mais en son cœur gisait une image terrible. Une femme autrefois vêtue d'autorité, maintenant haletant pour de l'air sous la couronne d'un monarque. Un corps encore chaud, enchâssé dans la sainteté. Un cri que personne ne souhaitait entendre. C'est ici que l'histoire commence, non pas avec un couronnement ou un triomphe, mais avec une tombe qui respire et une légende qui refuse de mourir. En l'an 1154, entre les murs de pierre dorée du palais royal de Palerme, un enfant naquit dans une maison forgée par la conquête et la ruse, la maison de Hauteville, souverain normand de Sicile, descendant de mercenaires qui avaient transformé leurs épées en sceptres. Son nom était Constance, et dès sa naissance, elle fut enveloppée non pas de l'ange, mais de prophéties et de terreur. Un voyant, murmurait-on, avait prédit que son mariage entraînerait la ruine du royaume, et ainsi, comme une assurance contre le destin, elle fut cachée cloîtrée non par dévotion, mais pour être contenue, derrière les murs d'un couvent,
Elle grandit, non dans la foi mais dans le silence, un utérus royal scellé à l'abri des ambitions de la cour. Pendant 3 décennies, elle demeura intouchée, invisible, une princesse spectrale qui arpentait les jardins et marmonnait des psaumes, tandis que les royaumes changeaient de main à l'extérieur de sa cellule. La Sicile, pendant ce temps, brillait comme un joyau sur la couronne de l'Europe riche, multiculturelle et âprement disputée par les papes, les empereurs et les maisons nobles. Puis, d'un seul coup, le silence se brisa. La lignée royale vacillant, et sans héritier mâle assuré, Constance, alors âgée de plus de 30 ans, fut tirée de l'obscurité et projetée dans l'histoire. Son cousin, le roi Guillaume II, craignant un effondrement dynastique, arrangea son mariage avec Henri de Hohenstaufen, fils du saint empereur romain. La porte du couvent s'ouvrit et en sortit non pas une vieille fille flétrie, comme le prétendaient les rumeurs, mais une femme grande et posée, dont la seule présence déconcertait les courtisans. Ses fiançailles en 1184 choquèrent la scène européenne. Elle n'épousait pas seulement un homme, elle unissait 2 empires. Avec cette union, le royaume normand de Sicile et le Saint-Empire romain germanique entamèrent leur danse difficile, une fusion qui ravissait les impérialistes et terrifiait les Siciliens. Pour les barons locaux, son mariage était une trahison. Pour le pape, il était dangereux. Pour la cour allemande, c'était un trophée. Et pour Constance, ce fut un éveil. L'Église bénit l'union à contre-cœur mais ne lui fit jamais confiance. Les clercs écrivaient à mots couverts sur son intellect et son sang-froid, trop vifs à leur goût. Pour beaucoup, elle devint un paradoxe. Une femme cloîtrée par piété qui maniait désormais le pouvoir impérial, une mariée trop âgée pour concevoir qui portait maintenant le destin d'un continent dans son ventre. Son âge devint une obsession. Comment une femme si longtemps intouchée pouvait-elle soudainement accéder à la souveraineté? Était-elle encore fertile? Était-elle une simple remplaçante? Ou pire, une héritière légitime qui pourrait réorganiser le pouvoir non par le mariage, mais par le commandement? La cour murmurait, les nobles complotaient, et le monde regardait. Ce qui émergea du couvent ne fut pas un pion, mais une reine en devenir dont chaque souffle provoquait désormais des secousses géopolitiques. À une époque où la légitimité était le sang et où le sang était tout, la réapparition de Constance fut à la fois un règlement de compte et une révolution. Et ainsi, la jeune fille cloîtrée devint une femme couronnée, non par amour ou par succession, mais par nécessité, par peur, et par une prophétie qui pesait encore sur elle comme une guillotine. Lorsque Constance de Sicile se tint à l'autel aux côtés d'Henri de Hohenstaufen au printemps de l'an 1186, les cloches de la cathédrale sonnèrent non pas la célébration, mais le calcul. C'était une mariée de 32 ans, un âge avancé pour les standards médiévaux, drapée de soies impériales et couronnée d'or. Pourtant, tous les regards dans l'assemblée ne voyaient pas la majesté, mais le mystère. À une époque où les filles étaient mariées à 13 ans et grand-mères à 25 ans, l'âge de Constance était un scandale en soi. Les chroniqueurs de la cour consignèrent l'union dans un langage rigide et avec peu de bénédictions, tandis que les murmures s'envenimaient dans les antichambres. Pourquoi avait-elle attendu? Pourquoi avait-elle été cachée? Et surtout, pouvait-elle porter un héritier? De Paris à Palerme, de Mayence à Rome, la question de son utérus éclipsait les vœux de mariage. Certains la disaient stérile, une rose séchée épinglée à une branche mourante. D'autres suggéraient que le mariage était une ruse politique, une façade pour l'empiètement allemand dans le sud de l'Italie. La cour d'Henri la tolérait comme une reine exotique venue de l'île ensoleillée, mais lui faisait à peu près autant confiance qu'aux épices siciliennes pour ne pas masquer du poison. La papauté, quant à elle, observait avec la paranoïa d'un théologien. Une femme à la fertilité non prouvée détenant les clés de 2 royaumes, ce n'était pas une impératrice, c'était une menace. Dans le climat politique du XIIe siècle, le corps d'une reine ne lui appartenait pas. C'était un champ de bataille, une forge, un registre de légitimité. Chaque mois où elle ne saignait pas, chaque festin où elle refusait le vin, devenait un sujet d'examen. Les chroniqueurs notaient l'absence d'annonces, de ventres rebondis, de baptêmes. Le silence résonnait à travers l'Europe. Et dans ce silence fleurit la suspicion. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres prétendaient que son utérus s'était atrophié après des années au couvent. Quelques-uns, plus conspirateurs, alléguaient qu'elle avait accouché d'un enfant en secret difforme, démoniaque ou mort, et que la cour avait étouffé l'affaire. Des poèmes satiriques sur l'impératrice vierge commencèrent à circuler parmi les nobles allemands, leurs vers acérés et chargés de venin. Même Henri commença à prendre ses distances, se concentrant sur les campagnes impériales plutôt que sur les projets de nurserie. Et pourtant, Constance ne flancha jamais publiquement.
Elle supporta l'humiliation avec un sang-froid glacial, ne confirmant ni ne niant, se déplaçant à travers les cours comme une figure sculptée dans l'albâtre. Mais dans ses appartements, sous le poids de l'attente, le temps pressait comme un étau. L'ironie était amère. Voici une femme dont la lignée pouvait unifier des royaumes, mais dont le corps, en refusant de s'arrondir, menaçait de tout défaire. Les mêmes mains qui avaient soulevé son voile pointaient maintenant son ventre avec accusation. Dans l'esprit des rois et des cardinaux, la légitimité était inséparable de la reproduction, et Constance brillante, stratégique, mais sans enfant, était un point d'interrogation couronné. Et ainsi elle attendait, suspendue dans le doute, son trône un siège d'épines, son silence pris pour de la stérilité. Ce qu'il ne pouvait pas voir, ou peu être refusé de croire, c'est que l'histoire s'agitait déjà en elle, et que l'impératrice qu'il raillait comme stérile allait bientôt offrir un spectacle qui laisserait l'Europe bouche bée. Quand l'annonce fut faite en l'an 1193, elle fut accueillie non par la célébration mais par la suspicion. Constance, alors âgée de près de 40 ans, se déclara enceinte. La cour se tut avant d'exploser en murmures. C'était impossible, inconvenant, du jamais vu. Dans un monde où la maternité était attendue dans la jeunesse et écartée à l'âge mûr, son affirmation brisa non seulement les attentes, mais la croyance même. Les nobles se moquèrent, les prêtres haussèrent les sourcils, et même son mari, l'empereur Henri VI, plus connu pour son ambition que pour sa chaleur, aurait regardé son ventre arrondi avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Les chuchotements assombrirent chaque couloir, que l'enfant n'était pas le sien, qu'une mère porteuse avait été soudoyée, qu'un nourrisson paysan serait introduit clandestinement et couronné héritier impérial. L'Église, toujours zélée pour protéger la pureté de la succession dynastique, hésita à approuver la grossesse, et dans certains coins de la chrétienté, des évêques se demandèrent ouvertement si un miracle s'était produit ou une fraude. Constance, consciente que son âge, sa réclusion passée et son importance politique avaient convergé en une tempête de doute, choisit non pas le silence mais le défi. Ce qui suivit fut un spectacle qu'aucune reine avant ou après elle n'oserait reproduire. Elle ordonna une procession à travers les villes du royaume, non pas voilée de faste royale, mais dépouillée de son mystère. Elle voyagea en litière, ses vêtements soigneusement arrangés pour révéler la courbe de son ventre, la montée indubitable de la vie sous ses côtes. Sur les places de marché et les marches des cathédrales, elle se tenait la main sur son abdomen, permettant aux gens de voir, de toucher, de témoigner. Son corps devint une archive publique, son utérus un document signé dans la chair. Les chroniqueurs peinaient à décrire les scènes sans sombrer dans l'incrédulité. Voici une reine stoïque, grande, souveraine, se pavanant comme une relique de sainteté, non par piété mais par nécessité politique. Elle n'était plus simplement une femme, elle était une preuve. Sa fertilité, longtemps remise en question, était devenue un champ de bataille, et elle la maniait comme une épée. Dans les villes du sud de la Sicile, où la chaleur cuisait les pavés et où l'odeur des agrumes se mêlait à l'encens, les paysans pleuraient à sa vue, la déclarant divine. À Rome, cependant, le spectacle fut accueilli avec fureur. Les envoyés papaux condamnèrent l'exposition publique comme indécente, sa démonstration une violation de la sainte modestie. Mais il était trop tard. L'image avait pris racine. Constance, la mariée âgée, le fantôme cloîtré, le point d'interrogation couronné était indéniablement enceinte. Elle avait transformé son corps en propagande, sa condition en politique, et ce faisant, avait inversé l'équilibre du pouvoir. N'étant plus l'accusée, elle devint l'accusatrice, exigeant la croyance, défiant le patriarcat, exposant la fragilité d'un ordre politique qui exigeait des femmes qu'elles soient fertiles mais invisibles. Et sous la surface de sa peau exposée, un futur empereur s'agitait, pas encore né, mais déjà entouré de doutes, de prophéties et du poids électrique de l'attente. Constance leur avait donné leur miracle, mais ce faisant, elle avait réécrit les termes mêmes de la royauté féminine. Elle n'était plus simplement une consort, elle était un phénomène. Par un froid matin de décembre de l'an 1194, sur la place balayée par les vents de la ville de Jesi, un pavillon royal se dressait tel un temple étranger au cœur du monde commun, ses murs de soie claquant dans les rafales d'hiver, son sol recouvert non de tapis ou de tapisseries brodées, mais de dalles de pierre nues destinées aux bouchers et aux cordonniers. Et sur ces pierres, l'impératrice Constance de Sicile, épouse d'Henri VI, accouchait dans l'agonie. Non pas dans le secret des chambres du palais ni sous les soins de sages femmes cachées, mais devant une cour de paysans, de marchands, de prêtres et de soldats,
convoqués de la ville et de ses environs, non pour assister mais pour témoigner. Ces cris déchiraient l'air matinal, chacun n'étant pas seulement un cri de douleur, mais une déclaration de défi politique. Elle avait arrangé la naissance comme un spectacle, calculé dans sa crudité. La mère âgée, moquée et mise en doute, exposerait son corps une fois de plus non pour montrer un ventre, mais pour donner naissance à une couronne. Pendant des heures, elle se tordit sur la pierre, son souffle formant de la buée dans le froid, ses serviteurs planant non pas avec inquiétude, mais avec des regards attentifs vers les yeux qui observaient au-delà des ouvertures drapées du pavillon. Les chroniqueurs notèrent plus tard le silence de la foule, l'admiration stupéfaite d'un peuple qui n'avait jamais vu une impératrice souffrir si publiquement, si intimement, si humainement. Et puis, juste avant midi, les pleurs d'un nourrisson percèrent l'air. Un garçon, vivant, royal. L'enfant fut soulevé par les sages-femmes et brandi, ensanglanté et hurlant, tandis que des officiels lisaient sa lignée aux masses rassemblées. Il s'appellerait Frédéric de Hohenstaufen, Frédéric de Sicile, Frédéric de tout et partout où le pouvoir pouvait s'étendre. Sa mère, pâle et trempée de sueur, ne s'évanouit pas, ne s'effondra pas. Elle fixa le ciel froid comme si elle mettait le ciel lui-même au défi de la contredire. Ce n'était pas une naissance, c'était du théâtre politique. Un rituel souverain conçu non pour célébrer la vie, mais pour faire taire l'accusation. Son corps avait été un champ de bataille. Maintenant, c'était un temple de la preuve. Pendant des jours ensuite, des témoins furent tenus de témoigner. Des scribes rédigèrent des registres et des messagers galopèrent à travers les royaumes, porteurs de la nouvelle de la naissance miraculeuse, presque biblique. Une impératrice qui accouchait en public, sur la pierre, entourée d'étrangers. Le symbolisme n'échappa à personne. Constance avait transformé sa douleur en preuve, son sang en loi, son enfant en une arme contre le doute. Jamais plus on ne pourrait dire que Frédéric était un changelin, un bâtard, une fraude allemande. Il était né à la vue de Dieu et du peuple, avec la pierre pour berceau et la place pour cathédrale. Ce faisant, Constance avait brûlé sa propre intimité sur l'autel de la légitimité. La femme qu'ils avaient autrefois cloîtrée venait de donner naissance à un empire à ciel ouvert. Son humiliation était devenue pouvoir, sa douleur le fondement d'une dynastie. Et le sol en pierre de Jay-Z ne serait plus jamais une simple place de marché, on s'en souviendrait comme du Creuset où l'histoire a poussé son premier cri. Quand l'empereur Henri VI succomba à la fièvre à Messine à l'automne de l'an 1197, l'empire ne pleura pas, il rôda. Constance, désormais veuve de 43 ans et mère d'un héritier de 3 ans, se retrouva non pas derrière le trône mais au bord d'un précipice. La mort de son mari, bien qu'attendue par certains, déchaîna une tempête d'opportunisme à travers la Sicile et le monde méditerranéen, plus large. Les troupes allemandes, autrefois l'épine dorsale de la présence impériale dans le sud, restèrent dans le royaume comme des dents de fer sans tête pour les guider. Les nobles fidèles à la cause des Hohenstaufen commencèrent à manœuvrer pour s'emparer des villes, des palais, et même de l'enfant Frédéric lui-même. Le pape, toujours vigilant, envoya des émissaires aux langues de velours et aux claws affûtés, désireux de réaffirmer les prétentions ecclésiastiques sur l'île. Mais Constance ne broncha pas. Elle ne se retira pas dans le deuil. Elle ne mendia pas d'alliés. Au lieu de cela, elle affûta son autorité comme une lame. Son premier acte fut d'une clarté brutale. Elle renonça à l'allégeance à l'Empire allemand et déclara la Sicile royaume souverain sous sa régence. Elle dépouilla les fonctionnaires allemands de leurs postes, arrêta les capitaines impériaux et expulsa les soldats qui osaient défier ses ordres. L'influence allemande autrefois, l'ombre de son mari et l'héritage de son fils fut chassée comme une maladie. Elle convoqua les barons siciliens, non avec des cadeaux mais avec des menaces, et exigea à nouveau leur serment. Ceux qui hésitèrent virent leur terre saisie ou leur fils pris en otage. Elle reconquit des palais, restructura la cour et remplaça les conseillers allemands par des administrateurs locaux qui ne devaient leur ascension qu'à elle seule. Mais les loups ne se dispersèrent pas, ils se multiplièrent. Les frères d'Henri au nord convoitaient la Sicile comme leur dû, envoyant des rumeurs et des mercenaires pour semer la dissension. Des agents papaux arrivèrent drapés de sainteté, mais leur parchemin dégoulinait de venin politique. À Palerme, les rumeurs grandissaient que la reine était une tyranne, que Frédéric n'était pas le vrai fils d'Henri, que Constance complotait pour se couronner en son propre nom. Même parmi ses alliés, la loyauté était une transaction mince, fragile et liée à la peur. La nuit, les couloirs de sa cour résonnaient de pas trop feutrés, de silences trop longs. Sa nourriture était goûtée 3 fois. Ses lettres étaient scellées avec une triple cire. Et à travers tout cela, elle resta une forteresse de sang-froid.
Seule dans une cour de poignard, Constance gouvernait non comme une veuve éplorée, mais comme une lionne défendant son petit. Elle ne souriait pas, elle n'oubliait pas, et elle ne pardonnait pas. Son fils était trop jeune pour régner, trop précieux pour être risqué, et elle savait que les vautours rôdaient non seulement pour sa couronne, mais pour son sang. Elle tenait le royaume dans ses poings serrés, les jointures blanches de détermination. Dans les portraits de cette époque, ses yeux sont illisibles, sa bouche sans sourire, ses doigts reposant toujours près de la garde d'une épée ou du parchemin d'un décret. Le pouvoir, entre ses mains, était devenu un manteau d'épines. Constance de Sicile, autrefois cachée dans un couvent, autrefois moquée comme stérile, se dressait maintenant comme le dernier rempart entre l'ordre et le chaos. Mais les murs, aussi hauts soient-ils, ne sont jamais à l'abri d'un siège. La cathédrale gisait dans un silence à couper le souffle, ses arches noircies par la suite de siècles d'encens, son sol frais de la rosée de l'hiver sicilien. Sous cette pierre sacrée, loin de la prière et du soleil, se trouvait la tombe de Constance de Sicile, scellée à la hâte, enveloppée de lin, parée de silence. Mais la mort, semblait-il, avait laissé la porte entr'ouverte. Une nuit, comme la légende l'affirme, des ombres se déversèrent dans le sanctuaire, accompagnées non pas de moines ou d'endeuillés, mais d'hommes de crasse et de faim. Des pilleurs de tombes attirés par les rumeurs d'or impérial enseveli avec la reine arrivèrent avec des pieds de biche rouillés, des torches dégoulinantes de cire et des lames émoussées par de nombreux péchés. La pierre était lourde, mais pas inflexible. Avec des grognements, de la sueur et des jurons, ils l'ouvrirent et révélèrent ce que le monde n'avait pas eu le droit de voir. Une femme, royale même dans la décomposition, son visage pâle comme du lait, ses doigts encore recroquevillés, ses lèvres entr'ouvertes, comme si elle était morte au milieu d'une respiration. Autour de son cou, des rubis brillaient comme du sang coagulé. Sur ses doigts, des bagues de saphir et de jais captaient la lueur de la torche. Un voleur enhardi attrapa sa main et commença à scier la chair pour libérer un anneau tenace. Et alors sa main tressaillit. Un râle rauque s'échappa de sa gorge. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, blancs et hagards, fixant rien et tout à la fois. Un cri éclata rauque, déchiqueté, ancien, non pas le cri d'une femme se réveillant doucement, mais celui d'une âme arrachée aux entrailles de la terre. La torche tomba. La tombe se remplit de fumée et de panique. Une version du conte dit que le voleur s'effondra sur le champ, mort de terreur, son visage figé dans le rictus de la culpabilité. Une autre prétend qu'il courut à travers les rues de Palerme en divaguant sur la reine qui ne voulait pas mourir avant de sombrer dans la folie. Pourtant, une troisième, murmurée dans les cloîtres, parle d'un prêtre convoqué en secret qui trouva la tombe entr'ouverte et le corps tordu, ses linceuls déchirés, le marbre griffé par des mains humaines. Quelle que soit la vérité, la tombe fut scellée à nouveau et cette fois plus solidement. Des barres de fer sur le couvercle. De l'eau bénite aspergée à la hâte. Un prêtre chargé de la garder à la lueur d'une bougie pendant 40 nuits. Mais le mal était fait. Du sang avait coulé là où il n'aurait dû y en avoir aucun. Un souffle s'était agité dans un lieu destiné à l'immobilité. Et dans chaque ruelle, chaque foyer, le conte se propagea, que Constance avait été enterrée vivante, qu'elle avait crié dans sa tombe, que la mort avait hésité avant de la réclamer. L'imagerie s'enracina comme de la moisissure dans la pierre, celle d'une main parée de bijoux dégoulinant de sang, de lèvres royales haletant dans l'obscurité, d'or luisant de sueur et de panique. Palerme devint une ville de tons feutrés et de regards détournés, et sa tombe devint non pas un monument, mais une blessure. Car si même les reines pouvaient se réveiller dans des cercueils, si même les oins du Seigneur pouvaient être réduits au silence de leur vivant, alors quelle sécurité restait-il pour quiconque? La cathédrale restait inchangée, mais pour ceux qui passaient, elle ne murmurait plus de prières, elle exhalait des avertissements. Dans les couloirs sombres de l'érudition historique, l'histoire de la mort de Constance et de son supposé retour s'est scindée en une centaine de reflets obscurs, aucun ne touchant tout à fait la vérité, tous chuchotant en contradiction. Était-ce une transe cataleptique, un état neurologique rare dans lequel la respiration ralentit jusqu'à l'invisibilité, le pouls s'adoucit jusqu'au silence, et le corps paraît sans vie à l'œil nu? La médecine médiévale, avec ses doigts maladroits et sa dépendance à l'eau bénite plutôt qu'au battement de cœur, n'avait aucun outil pour détecter de telles conditions. Des cas existent dispersés dans de poussiéreuses chroniques de saints pris pour morts, leurs cercueils rouverts des jours plus tard pour trouver des ongles griffés par la panique, des corps tordus par la terreur post-mortem. Constance aurait-elle pu être l'une d'entre eux, son sang royal n'offrant aucune protection contre l'ignorance de ses guérisseurs?
Ou était-ce quelque chose de bien plus sombre, un meurtre enveloppé de sainteté, une exécution politique étouffée sous l'encens, sa mort brutale, la hâte indécente de son enterrement, l'absence de cérémonie ou d'empire, tout indique une orchestration. Le moment était trop bien choisi, la tutelle de son fils trop rapidement passée aux mains du pape. Peu, être la bague d'un cardinal contenait-elle du poison. Peu, être le vin d'un intendant dissimulait-il plus que du chagrin. Peu, être que la parenté nordique d'Henri, menacée par sa régence, trouva une dague plus élégante que l'acier, un enterrement sans protestation, un silence pris pour la paix. Et qu'en est-il des pilleurs de tombes? Leur intrusion n'était-elle que pure cupidité ou fut-elle arrangée, une découverte mise en scène pour l'enterrer 2 fois, une fois dans la terre et une fois dans la légende? Même les universitaires modernes sont en désaccord. Certains voient l'épisode entier comme une allégorie, un symbole de la suppression de la souveraineté féminine dans un monde terrifié par les reines qui régnaient trop bien. D'autres citent des lettres, à peine lisibles, suggérant qu'un médecin de la cour a un jour contesté son certificat de décès, pour ensuite disparaître des registres. L'Église, interrogée des siècles plus tard, rejeta le tout comme une fable. Mais c'est le manque même de certitude qui alimente le feu. Pour chaque diagnostic plausible, il y a un mobile enveloppé de velours et d'encre. Le pouvoir ne tolère pas l'ambiguïté. Et pourtant ici réside l'une des ambiguïtés les plus puissantes de l'histoire. Une reine enterrée à la hâte, dont la rumeur dit qu'elle a vécu au-delà de son inhumation, et dont on se souvient non pas pour la couronne qu'elle portait, mais pour le souffle qu'elle a peu, être repris après qu'on la lui ait arraché. Son corps, jamais exhumé, demeure sous la cathédrale de Palerme, scellé dans la pierre et la prière. Mais les questions enterrées avec elle n'ont pas été réduites au silence. Elles résonnent dans les amphithéâtres et les tavernes, dans l'esprit des sceptiques comme des croyants. Était-ce le malheur, la médecine, ou le meurtre? Une défaillance du poule, ou le triomphe d'un complot? Peu. Être la vérité est-elle aussi ensevelie que la reine elle-même? Et peu, est-ce là l'ironie finale et la plus cruelle, que dans sa mort, Constance a obtenu la seule chose que la vie lui avait refusé, un mythe immortel, un héritage non pas gravé dans le marbre, mais dans le doute. Car il n'y a pas de tombe plus profonde que le refus de l'histoire de choisir une seule vérité. Dans les cuisines éclairées à la bougie de Naples, les vignobles des Pouilles et les couvents en ruine de Calabre, le conte de l'impératrice enterrée passa des lèvres à l'encre, de l'encre aux histoires contées au coin du feu dans le silence entre les vêpres et le sommeil. Qu'il s'agisse de vérité enrobée d'horreur ou de fiction enrobée d'os, l'histoire de Constance de Sicile ensevelie trop tôt, dépouillée et ressuscitée, réduite au silence puis hurlant, devint plus qu'une rumeur. Elle devint un miroir. Au fil des générations, son nom se détacha des dates pour s'attacher au sens. Elle n'était plus simplement une reine historique, mais une allégorie de chaque femme, dont la voix avait été étouffée sous le velours, dont le souffle avait été confondu avec l'immobilité, dont la présence menaçait le pouvoir. Dans les villes où les femmes nobles étaient mariées comme du bétail et les veuves enterrées dans des cellules de prière, la légende de Constance sonnait comme une cloche fêlée, lugubre, déformée et bruyante. Les artistes la peignirent pâle et sans larmes, les doigts tendus dessous la pierre, sa couronne de travers, ses lèvres ouvertes en signe de protestation. Les poètes lui donnèrent des vers trempés de sang et d'or. Certaines versions du conte firent d'elle la victime d'une cour jalouse, d'autres une mère qui choisit la mort pour protéger son fils, d'autres encore une sainte punie pour avoir porté trop de vérité en son sein. Les fils factuels de son règne, son mariage tardif, sa naissance miraculeuse, sa régence solitaire furent brodés de dentelles symboliques. Chaque détail n'avait plus besoin d'être vérifié. Il devait seulement sembler juste. Dans l'imaginaire médiéval, son histoire côtoyait celle des reines martyres et des épouses maudites, fusionnant la paranoïa politique avec l'effroi métaphysique. L'image d'une femme royale haletant sous la pierre devint une métaphore de la brutalité de la monarchie, de la peur du patriarcat, face aux femmes fertiles et dirigeantes, de la terrible fragilité du pouvoir basé sur la performance. Pour l'élite lettrée, elle devint un avertissement de ce qui arrive lorsque la légitimité est trop longtemps remise en question. Pour le peuple, elle était un fantôme qui leur rappelait que même les palais pouvaient devenir des tombes. Et pour les femmes, en particulier celles cloîtrées par les murs ou les coutumes, elle était une sœur silencieuse, luttant pour respirer sous le poids de la loi, du rituel et du silence. Dans les sermons des cathédrales, les prêtres mettaient en garde contre les dangers de l'orgueil et le caractère définitif de la tombe, utilisant son destin comme une mise en garde. Dans les traités politiques, son nom était évoqué pour argumenter contre la succession féminine.
Dans les prières murmurées, on se souvenait d'elle comme d'une mère qui endura toutes les humiliations pour son enfant. La légende était malléable, mais toujours ancrée dans la douleur. Son corps qu'il étaltait une fois de plus dans la tombe où jamais avait été transformé en un chiffre, un réceptacle pour les angoisses collectives sur la vie, la mort, le pouvoir, et la facilité avec laquelle la vérité est enterrée. Et ainsi elle demeura, non pas comme un chapitre dans un livre d'histoire, mais comme un spectre qui marchait entre le fait et la fable, son souffle à jamais coincé dans la gorge de pierre d'une légende qui ne voulait pas mourir. Frédéric, 2 enfants de la pierre, né dans le spectacle, élevé dans la suspicion, allait grandir pour dominer le XIIIe siècle telle une figure tirée d'un mythe. Un monarque qui parlait 6 langues, étudiait les étoiles, correspondait avec des érudits musulmans et osa défier le pape lui-même. Couronné saint-empereur romain, roi de Sicile, et héritier autoproclamé de César et de Salomon, il régna non seulement par la conquête, mais par la curiosité, créant des lois en langue vernaculaire et bâtissant une cour où fauconniers et philosophes siégeaient à côté des évêques. Pourtant, derrière la splendeur de sa renaissance sicilienne, derrière les colonnades de marbre et les merveilles mécaniques qu'il commanda, gisait un silence qui ne se leva jamais complètement, le silence de la tombe de sa mère. Le fantôme de Constance le suivit non pas en chaîne, mais en murmure. Son mariage tardif, sa grossesse miraculeuse, son accouchement public et sa mort étrange furent utilisés à la fois comme validation et comme accusation. Pour certains, il prouvait son destin, un souverain né d'une orchestration divine. Pour d'autres, il le marquait comme un usurpateur, un changelin dont la légitimité avait été forgée dans le mensonge et le spectacle. Ses ennemis invoquaient la légende de sa mère pour le saper. Si elle avait un jour trompé le monde avec un ventre et un cri, ne pouvait-il pas faire de même avec des édits et des armées? Même ses alliés, sous la pression, ne pouvaient expliquer les circonstances de sa naissance sans invoquer des miracles ou céder aux mythes. La propagande papale le dépeignit comme l'antéchrist, né d'une reine sorcière, élevé dans la décadence parfumée des harems de Palerme. Et pourtant, Frédéric endura. Il portait l'héritage de sa mère comme un manteau orné, lourd, impossible à retirer. Dans les moments de théâtre politique, il évoquait son nom non pas avec affection, mais comme un argument. Constance, reine de Sicile, couronnée par Dieu, mère d'empereur. Sa mémoire devint un outil, un échafaudage sur lequel il bâtit la grandeur impériale. Pourtant, il ne rouvrit jamais sa tombe. Il n'organisa jamais de nouvelle inhumation, n'érigea jamais de statue en or, ne convoqua jamais les bardes pour chanter ses louanges. Peut être parce qu'il ne le pouvait pas. Peut être parce que le mystère de sa fin était plus utile non résolu. Ou peut être parce qu'une partie de lui craignait ce qu'il pourrait trouver sous le couvercle de marbre des marques de griffes, de la soie déchirée, un cri fossilisé dans la pierre. La cathédrale de Palerme, où repose son corps, devint moins un lieu de deuil qu'un site de mémoire contesté. Les visiteurs ne venaient pas pour prier, mais pour s'interroger. A-t-elle été enterrée trop tôt? S'est-elle réveillée? Est-elle morte pour lui? Ou à cause de lui? Même des siècles plus tard, quand son nom s'effaça des bannières des dynasties, l'image de son dernier souffle ou de ce qui aurait pu le suivre resta gravée dans la psyché impériale. Frédéric régna comme un homme dont les origines étaient toujours à demi, éclairées, en partie divines, en partie terribles. Et dans cette origine obscure, dans les échos de l'histoire de sa mère, se trouvait le plan de son règne, audacieux, énigmatique, hérétique et hanté. Car Constance ne lui avait pas seulement donné la vie, elle lui avait donné une légende. Et les légendes, contrairement aux tombes, ne sont jamais scellées.